Voilà, de retour sur ce plateau après cette virgule. Je l'ai annoncé depuis le début de cette tranche matinale. C'est le premier vendredi de l'année et Jean-Marie Kassamba nous fait l'honneur de venir décrypter l'actualité qui n'est pas du tout pauvre, malgré les maigres jours consommés depuis que nous avons commencé 2022. L'actualité, ça grouille déjà de partout. Nous allons avoir sa version des faits, une version qui s'avère souvent vérifiable et vraie. Jean-Marie Kassamba, bonjour et bienvenue. Merci, bonne année, M. Tchokoum, pour 2022. Vous êtes encore plus pimpant, frais. C'est bien, je vous souhaite que du bonheur cette année. Suivant vos conseils. Merci. Mais en plus, je signale, c'est un honneur pour moi aujourd'hui parce que c'est mon anniversaire et c'est un très grand honneur d'avoir comme premier invité de mes 26 ans. C'est très bien ça. Ça mérite une bonne bouteille de champagne. Hein? On va la prendre dans mon bureau là, une bonne grosse. Tout à fait. Qu'on va déguster tout à l'heure. D'accord. Donc avant d'avoir la minute de l'information tout à l'heure avec Nathalie Oko, j'aimerais quand même avoir quelques commentaires. Non, on ne va pas tout de suite démarrer les informations comme prévu, les thématiques prévues, mais un petit commentaire des émissions que vous avez tenues cette semaine, notamment la toute dernière qui a rendu hommage à Monseigneur Tarsis avec des invités de qualité. On a vu Kamba Ibouachi, on a vu le professeur Vundoawe Tepemako. Quelle était l'inspiration et la nécessité d'un tel plateau sur Télé 50? C'est d'abord l'exigence de l'histoire et la vérité des faits. C'est aussi le côté patriotique et nationaliste que nous avons. Vous savez, quand les grandes figures comme Tarsis Tshubba-Montchishiko disparaissent, il y a comme un devoir de rappeler à l'opinion comment ils ont été des figures emblématiques de notre histoire. Vous savez, dans les années 60, lorsqu'on accédait à l'indépendance, on parlait de l'impréparation des cadres, que les Belges n'avaient pas préparé les cadres, on avait moins de 10 universitaires, les Congolais étaient quasiment, allez, on va dire au Moyen-Âge, intellectuels. Mais parmi eux, il y a eu effectivement les Tarsis Tshubba-Montchishiko, il y a eu les Etienne Tshisekedi, dans la il y dizaine a eu des Marcel Liaou, Thomas Kanza, et c'est un devoir pour nous, parce que nous sommes en train de réécrire l'histoire un peu de notre pays à la façon congolaise. Et donc, c'était pour nous une obligation. Et c'était une obligation aussi d'inviter des gens comme Vundoawe Tepemako, l'un des premiers docteurs en droit aussi, juste après les Tshisekedi, mais également ceux qui ont été avec Mobutu, les gestionnaires de ce Congo pendant 50 ans. Vundoawe a été directeur du cabinet de Mobutu, a été responsable de l'intérieur, il a été élu. Et aujourd'hui, c'est un grand professeur d'université et sur les épaules de qui pèse le Conseil d'État. Vous voyez? Donc Tshisekedi qui est en quelque sorte le fils de l'ami de Vundoawe, parce que Vundoawe était ami à Etienne Tshisekedi. D'ailleurs, le nom de Félix, pour la petite anecdote, c'est le Félix de Vundoawe que Tshisekedi Etienne avait donné. Donc, c'est pour vous dire que l'histoire ne fait que se répéter. Et puis, Kamba Ibouachi, grand professeur d'université, historien, éminent connaisseur de l'histoire un peu de notre pays, et le professeur Kabeya Chikuku, qui est un bon historien, un grand professeur également. Donc, c'était pour moi, on va dire, une émission culte. Ça ne m'étonne pas que ça a suscité autant de réactions, de félicitations. Ben, nous ne faisons que notre devoir. Malheureusement, ce sont des choses que la RTNC devrait faire. La chaîne nationale. Et donc, voilà, quand on dit simplement congolais, c'est aussi cela. Donc, tout je dis à merci. Fait. Donc, 2022... le cap sera maintenu et l'on connaîtra d'ailleurs davantage. En parlant de plus de travail, Nathalie Oko justement est de l'autre côté pour la dernière livraison de la minute d'information de ce 50 bonjour. Dernier bonjour et bienvenue encore Nathalie. Merci Christopher, merci également à vous d'être resté avec nous. La minute d'info, c'est tout de suite.
Après 2 semaines d'itinérance dans les Grands Kasaï, le président de la République est de retour à Kinshasa. Félix-Antoine Tshisekedi s'est dit choqué des réalités sociales rencontrées dans le Congo profond et promet de s'y pencher pour trouver des solutions idoines. Insécurité grandissante sur les lacs Kivu, les pêcheurs victimes des hommes armés montent au créneau pour déplorer cette situation qui les contraint. Ils en appellent à l'implication du gouvernement. Direction le Soudan, les manifestants demeurent déterminés à faire partir le pouvoir militaire au pays. Ce jeudi encore, ils étaient dans la rue jusqu'à se rapprocher du palais présidentiel et du quartier général de l'armée avant d'être repoussés par les tirs des gaz lacrymogènes. Et puis en sport, football, Coupe d'Afrique des Nations Cameroun 2022, à 2 jours de la compétition, les décors est déjà planté au pays de Roger Milan. La sécurité est renforcée sur le territoire national. Les différentes nations qui y prennent part ont déjà déposé leurs valises sur place. Une Coupe d'Afrique des Nations sans la République démocratique du Congo. Merci de nous avoir suivis des partout. L'information reste en continu à temps réel sur votre télévision. Mais dans l'entretemps, restez en compagnie de Christopher Ochokoum et de Jean-Marie Kassamba pour la suite des 50 bonjours. Téléchargez les infos Télé 50 sur www.télé50.cd. Minute d'information dépassée, nous allons à présent entamer les vrais dessous des cartes avec Jean-Marie Kassamba, avec quelques thématiques retenues. Naturellement, on va commencer avec cette tournée du président de la République dans le Grand Kasaï. Vous aviez été parmi les premières personnes à alerter sur ce danger du président de la République qui passait tant de temps sans se rendre dans son Kasaï, son fief. Il l'a fait, il l'a trouvé, c'est qu'il l'a trouvé sur place. Je vais que vous nous répondiez en 3 volets. Déjà, le premier volet, c'est l'impact d'abord qu'a eu ce déplacement d'après vous. Bon, je pense qu'il était temps qu'il parte au Kasaï. C'est qu'il y a eu de positif seulement d'abord. Oui, il était temps qu'il parte. S'il ne partait pas maintenant, ça devait être catastrophique parce qu'on est à 1 an de 2023, si et seulement si il y aura élection en 2023, et que ça allait être beaucoup plus difficile qu'il parte là-bas seulement en campagne électorale. Deuxièmement, il a eu une douche froide, une bonne douche froide en arrivant d'abord en Mbuji-Mayi, parce qu'il avait misé sur Mbuji-Mayi pour avoir ne serait-ce qu'un début de solution au problème avant d'y aller. Il avait injecté plus de 20 millions de dollars, 14 millions pour être beaucoup plus précis, via Foner, via Grexet, via le FPI, via tous les projets qu'on avait, Ndomba, etc. Construction d'école, hôpital, rien de fait. Concrètement, rien de fait, sauf quelques balbutiements sur le terrain, collecteurs pour l'eau, un peu de tchala là-bas, etc. Et donc, douche froide en arrivant à Mbuji-Mayi, et il a été confronté à la misère la plus noire de Mbuji-Mayi. Chez lui. D'abord, les cadres qui sont partis en équipe d'avance, en qui d'abord il avait confiance, parce que beaucoup avaient déjà géré cet argent dans les cadres de Tshilé-Gelou, dans les cadres de projets même à Lukelenge, chez lui à Mupompa, à Kabeka, Mwanga, la voirie de Mbuji-Mayi. Ce sont ses proches qui ont pris cet argent, qui sont partis avec. Ils n'en ont pas fait le résultat de ce que lui il attendait. Donc il était déçu. Il n'a même pas reçu certains notables de là-bas, y compris les députés provinciaux, parce qu'il a vu que ce qu'il attendait, ce qu'on lui racontait quand ses conseillers revenaient à Kinshasa, ce n'est pas ce qu'il a trouvé sur place. Ce n'est pas ce qu'il a trouvé sur place. Et une de mauvaises tactiques, c'est d'avoir également incorporé, accepté les leaders politiques de là-bas, qui ont été avec Joseph Kabila, et qui aussi n'ont pas donné résultat escompté avec Joseph Kabila. D'abord, qui n'ont pas à dormir, qui n'ont pas piloté des projets à impact. Et c'est pour ça que Joseph Kabila a été aussi haï là-bas au Kasaï, parce que ces leaders-là, malgré leur présence à ses côtés, n'ont pas fait grand-chose. Mais ces leaders-là, dès qu'ils ont entendu le président Tshisekedi va aller là-bas, ils sont partis le voir. Non, nous sommes leaders, on va mobiliser pour vous, etc. Et puis, il a laissé ces gens-là être dans son entourage.
l'impact dans l'opinion là-bas, sur le plan de la communication, c'est que les gens disent, mais X était avec Kabila, il venait ici, etc., mais il n'avait rien fait. Pourquoi aujourd'hui vous l'intégrez encore dans votre entourage alors qu'il n'a rien fait? Sur le plan de la communication, c'est capital. Même si sur le plan, on va dire, du cynisme machiavélique de la politique, dire voilà, ce sont les poids lourds de Joseph Kabila, je veux les prendre pour les désarticuler. Mais il avait déjà fait cet exercice avec l'Union sacrée. Il avait chiffonné tous les députés de Joseph Kabila, une grande partie, pour faire l'Union sacrée. Résultat, c'est que la cacophonie qui s'installe aujourd'hui au niveau de l'Union sacrée pose problème. Maintenant, si vous récupérez les gens sur base desquels le divorce FCC Cash a été motivé. Parce qu'on disait que les gens de Kabila, c'est eux qui bloquent pour que ça ne marche. C'est eux qui ne sont pas sincères. Rappelez-vous l'histoire des cartes de crédit, l'histoire de telle affaire, l'histoire de ceci. Ce sont ces gens-là, ces leaders-là. À quel moment ils ont changé pour devenir maintenant des bons, des saints. Des bons qui peuvent mobiliser pour Félix Tshisekedi, etc. Donc sur le plan politique, sur le plan communicationnel et stratégique, c'est une erreur. Et troisièmement, sur le plan, on va dire, du leadership, le président Tshisekedi bénéficie encore de la présomption d'innocence en termes de « je ne sais pas » ou « je n'étais pas au courant », etc. Parce que nos services de sécurité ont des réelles difficultés, des moyens pour informer correctement l'ANER, plus l'ANER que la DEMIAP, pour dire voilà la situation réelle est ceci sur le terrain, etc. Ils n'ont pas d'argent, ils n'ont pas de moyens pour le faire. Et donc, sur ce plan-là, le président peut-être ne pas être informé des réalités. On le voyait apprendre des réalités en plein discours. Bien évidemment. Il bloque, on vient lui souffler quelque chose à l'oreille. Ce travail devait être fait par les services de renseignement. C'est leur boulot. Ce qu'on appelle les rédocs. C'est leur boulot d'identifier sur place les points positifs, les points négatifs, les centres névralgiques. Ce qui s'est passé par exemple à Chikapa, c'était pas bon. On arrive, on désarme tout ce qui était en ville, policiers y compris, et les prisonniers se sont fait la belle, parce qu'effectivement ils savaient que les gens qui les gardaient n'étaient pas armés. Ça c'est une faute en matière de sécurité. Vous voyez? Et donc, le président, il a saisi cette réalité du terrain au Kasaï. Il l'a vérifié partout. D'abord en Bujimaï, ensuite à Kabinda. Il a même parlé qu'on devait arrêter les gens qui ont détourné l'argent de Tchidégelou. Il part à Kananga. Il trouve que Chit Katende, dont on a toujours parlé, ce n'est pas ça du tout. Il part à Chikapa. Hein, il a vu l'un des cadres de ce coin-là, hein, qui était de paix perdue pendant longtemps, etc. Par résultat escompté. Les chefs coutumiers, par exemple, les Kamwena Sapou, les députés provinciaux, certains leaders de Chikapa n'ont pas été reçus. C'était vraiment un aller-retour. Il va au Sankourou, la même chose. Et donc, s'il y a du positif, c'est qu'il a saisi le pouls du Congo profond, du Kasaï profond. Mais il faut qu'il se ressaisisse le plus rapidement possible. En parlant de se ressaisir, Jean-Marie Kassamba, vous aviez toujours évoqué cette affaire de notes, des improvisations un peu trop posées du président de la République, qui pose problème. Félix Tshisekedi revient à Kinshasa avec pas moins de 5 discours qui ont créé polémique, scandale, ne pas être au courant, il l'a encore répété, dire que les Kassaïens se sont sans ses frères, ceci, cela, et aussi encore dernièrement, pas plus tard qu'hier, que Mboka et Koufa, déjà, c'est en train de faire encore polémique sur les réseaux sociaux. Est-ce que l'on finira par résoudre ce problème ou il va finir son premier mandat toujours en tâtonnant Alors je vous dis, de la sorte? Aujourd'hui, c'est le premier conseil de ministre. Moi, si j'étais à la place du conseil stratégique du président de la République, je l'aurais dit, on fait le débriefing de ce qu'ils viennent faire au Kasaï. On débriefe, pan par pan, sur le plan politique, sur le plan économique, sur le plan des infrastructures, sur le plan communicationnel. Parce que la politique, c'est de la communication. Là où ça posait problème, c'est quoi? On n'a pas planifié les sorties du président de la République.
C'est-à-dire quoi? Les meetings qu'il devait tenir avec fiches, province par province, il y en a 5, secteur par secteur. Le président de la République, il parle bien. Il parle bien. Il parle un bon français. Il a même parlé en Chiluba avec un petit accent. Naturellement, c'est un Quinois. Oui. Mais il parle Chiluba. Il parle Lingala. Mais on n'a pas préparé ses sorties. Le président ne peut pas improviser ses sorties. D'autant plus que nous sommes aujourd'hui en période interactive, communicationnelle, avec les smartphones, avec l'Internet, etc. Tout part vite. D'ailleurs, parfois, c'était en direct sur la RTNC. Oui. Donc, quand le président, avant qu'il prenne la parole, il doit avoir ce qu'on appelle le pense-bête. Une fiche où il sait que sur le plan de la sécurité, je peux parler de ça. Sur le plan économique, je peux parler de ceci, je peux parler de cela. Maintenant, tout ce qui est couac, ça se gère en coulisses, à huis clos, avec les gens qui peuvent recevoir, on va dire individuellement. Ça, c'est un travail de qui? Le travail du directeur des cabinets, le travail des conseillers spéciaux, le travail du directeur de la communication présidentielle, qui lui soumettent des fiches par secteur. Et il dit par exemple, en équipe d'avance, on est arrivé, on a constaté telle situation, voici la problématique ici, voilà comment vous pouvez intervenir. Il y a des moments où le président n'est pas obligé de parler. Est-ce qu'il est obligé de parler? Non. Il n'est pas obligé de parler chaque fois. Il faut qu'à un moment donné, qu'il fasse parler les collaborateurs, qu'il publie les communiqués, qu'il fasse seulement une apparition publique. On sait qu'il est là pour inaugurer quelque chose, etc., saluer les gens et repartir. Le fait de vouloir intervenir, souvent, il y a un risque qu'une phrase glisse, qu'un mot glisse, et c'est, on va dire, irrécupérable sur le plan de la communication. Vous savez, les gens qui aiment bien le président, moi je suis le premier, certains trouvent à expliquer tout. Lorsqu'il dit, vous êtes mes frères, Machamoumeno, etc., oui, mais il est kassaïen, qu'est-ce qu'il peut dire d'autre? C'est une façon de dire, comme a dit Ngoï Kassange, c'est la traduction de vous êtes mes frères. Non, ce n'est pas ça du tout. Lorsqu'on vous attend sur un point, il faut y travailler avec méthode. Parce qu'il sait pertinemment que les gens l'attendent sur sa proximité avec ses propres frères. Le fait de dire... Déjà, on lui reproche de nommer beaucoup de Kassaïens. 2. On lui reproche d'être le fils de son père, Kassaïen. 3. On lui reproche s'il fait quelque chose en rapport au Kassai. Oh, il fait ça parce que c'est chez lui. Mais alors, utiliser une méthode un peu camouflée. Mata Tampogno, pour ne pas le citer, il a fait énormément de choses chez lui là-bas. Kindu. Mais il n'a jamais fait un meeting. En tant que Premier ministre. Il n'a jamais fait un meeting pour dire, voilà, j'ai fait ça, c'est pour désenclaver Kindu, c'est pour développer chez moi, etc. Il a même trouvé une pirouette. Il cherche des partenaires, des entreprises lui, il met une petite quotité, les entreprises ils viennent pour sponsoriser l'université par exemple. Mais la réalisation est là. Ils voient les gens de la Banque mondiale, les organisations internationales, ils disent voilà, allez intervenir dans tel coin, il y a une urgence humanitaire là-bas par exemple. Tout ceci fait construire des infrastructures chez nous. C'est comme c'est ça qu'il fallait le faire. Mais, au lieu de dire, par exemple, de responsabiliser un conseiller qui a été intempestif là. Justement, c'est de ça que je voulais parler, oui. Les conseillers, parce que cette semaine et ce déplacement a aussi mis à la lumière du jour ces phénomènes de conseillers. Il n'y a pas eu que Marcelin Bilomba, monsieur 50 notes techniques par jour. Il y a aussi d'autres à Kinshasa, Chiyoyo, Énergie, ainsi de suite, qui ont été très épinglés. On parle même d'une opération demain samedi pour s'en prendre, s'il le faut physiquement, aux conseillers. C'est eux, les nouveaux boucs émissaires, c'est eux qui sont en train de plomber le mandat de Félix Tshisekedi. S'il y a une déclaration que j'ai saluée, c'est celle de Loubaya, ancien gouverneur et député, qui dit qu'il faut que le président de la République recadre très rapidement. Moi, à sa place, je le ferai aujourd'hui, au Conseil des ministres, son cabinet, ses conseillers. Il y a des conseillers qui se prennent pour être des vice-présidents, pour être plus que le Premier ministre. Il y a des conseillers qui pensent que le projet de développement, c'est leur projet. Le président de la République n'a pas de projet de développement. Le président de la République,
supervise la conduite de la nation. Celui qui exécute le programme du gouvernement s'appelle Premier ministre, avec ses ministres sectoriels, domaine par domaine. C'est eux et eux seuls qui sont responsables devant le Parlement, devant le peuple congolais, Félix Tshisekedi en tête, plus le gouvernement. Et l'Assemblée nationale contrôle, les cours des tribunaux jugent si possible, etc. Les conseillers, il n'est que conseiller. C'est un anonyme. Il est là techniquement dans l'ombre pour faire des analyses, des fiches. Il propose au directeur des cabinets, le directeur des cabinets propose au président. Et le président prend tout ceci, injecte au conseil des ministres, inscrit ceci, et c'est le premier ministre qui est responsable et qui exécute. Pourquoi on ne cite plus les ministres maintenant? On ne parle que des conseillers. C'est ça ce qu'on appelle l'usurpation des fonctions. Le président Tshisekedi a nommé trop de conseillers, trop d'agences. Et il est temps qu'il puisse recadrer tout ceci. Parce que c'est eux qui vont polluer son mandat, qui sont en train de le faire. Le gars là qui est en Mbujimaï, qui avait fait des déclarations dithyrambiques à Vital Kamerhe, vous vous rappelez? Tout à fait, tout à fait. Et cette fois, il s'attaque à Maintenant, Vital Kamerhe est dehors. Il est même parti en jet privé avec sa femme, etc. En France. Qui a tort, qui a raison? Le même aujourd'hui qui commence à insulter les Ngoï Kassanji, tout ça. Enfin, un conseiller doit être d'abord noble. On ne le connaît pas. Il travaille. Quelqu'un dans l'ombre. Mais bien évidemment. Vous pouvez me citer 5 conseillers du maréchal Mobutu? Non. 5 conseillers de Félix, de Joseph Kabila? Non. C'est le côté patrimonial de ce qui a été un peu, je dirais, la considération de beaucoup qui ont approché le président Tshisekedi, qui ont confondu les affaires de l'État avec les relations personnelles avec le président de la République. On ne peut pas, même si vous avez de la proximité avec le président, commencer à penser que c'est notre pouvoir, c'est notre machin, le Premier ministre n'a rien à faire. Enfin, pourquoi vous vous appropriez des choses de l'État? C'est l'État congolais. Et donc, le chef de l'État devrait très rapidement recadrer ces gens, leur dire qu'ils soient à leur place. Moi, je me rappelle qu'il y avait une note de l'actuel directeur du cabinet qui avait même recadré ses conseillers. Parce qu'ils ont de bonnes relations avec le président, ils n'ont même pas écouté. Moi, je vous dis par exemple que nous avons dépêché notre équipe Télé 50 en Mbujimaï. C'est un des conseillers qui a influencé, etc. Et l'équipe est revenue ici à Kinshasa 2 jours après. On n'a pas couvert le reste de la visite du président parce qu'effectivement, il y a excès des ailes chez beaucoup qui pensent que si on n'est pas militant, si on n'est pas je ne sais pas quoi, on ne peut pas servir l'État, etc. Ce n'est pas bon. Et donc, beaucoup de projets, je vais vous citer un seul projet. Les Australiens sont venus aujourd'hui pour nous aider dans ce qu'on appelle la transition écologique. Le grand projet Ingame élargi, avec beaucoup de moyens. Moi, j'ai fait une réunion pas plus qu'hier avec un correspondant de ce groupe ici au Congo qui est très inquiet. Ce projet est aujourd'hui retardé, compromis, parce que beaucoup de conseillers font des trucs parallèles pour bloquer que le projet se concrétise. Et pourtant, nous étions, si vous me permettez de le rappeler, avec vous, oui. avec un des conseillers notamment, qui nous parlait de cette affaire, qui a vanté ça avec toutes les bonnes intentions. Mais justement. Et aujourd'hui, ça ne marche plus. Ça ne marche pas. Et c'est valable pour ce que les Égyptiens avaient proposé avec le FPI. Vous savez que depuis que Kitébi est parti, tout ce qui était proposé au Kasaï, le port de Ndomba, c'est en veilleuse. C'est valable dans beaucoup de projets comme ça. Il y a des conseillers qui ne sont là que pour des commissions. Un investisseur arrive, il pousse, ils prennent des photos avec le président, ils vont là-bas, ils prennent des commissions et les choses traînent. Conclusion, regardez ce que Félix Tshisekedi est en train de vouloir faire, peut-être à son corps défendant. Laisser les caciques qui étaient avec Joseph Kabila hier, que Joseph Kabila d'ailleurs avait dénoncé à son temps qu'il n'avait pas 15. Ces gens-là sont en train de venir
auprès de Félix Tshisekedi pour dire on peut vous apporter des solutions à vos problèmes. Parce que c'était justement ça. Paul Tshilombo. Voilà, c'est ce que je voulais aborder comme sujet tout justement. Oui. Parce que ça ne fait pas que des heureux. C'est vrai qu'ils se retrouvent, ils ont été sur la touche pendant 2 ans ou quelques mois pour les autres. Parce qu'il y en a, ils étaient encore ministres. Il y en a qui ont même été nommés mandataires grâce aux accords FCC-Cash. Oui. Mais qui aujourd'hui tournent Casa, qui hier ont enregistré Joseph Kabila, passé l'élément à Jeune Afrique, et ceci, cela. Qu'est-ce qui fait croire à Félix Tshisekedi qu'avec lui, les choses seront différentes? Ça ne peut pas être autrement. C'est d'abord par peur du chômage, par peur parce que beaucoup ont des casseroles, donc pensant que quand ils vont approcher Tshisekedi, ils vont se couvrir. Ensuite, c'est le manque de constance politique. Et puis, c'est une façon aussi de discréditer le crédit de Félix Tshisekedi, sans qu'en face, ils se rendent compte. Sur le plan international, beaucoup ont des casseroles. Beaucoup ont été sanctionnés par les États-Unis, par l'Union européenne. D'autres sont encore sous sanction. Imaginez quelqu'un qui a été sanctionné par les États-Unis, par l'Union européenne. On les nomme encore. C'est ce que ça fait. Imaginez les militants de l'UDPS. Vous avez évoqué tout à l'heure un cadre, Paul Tshilombo. Oui, mais ce qu'a dit Tshilombo dans son posting, il a totalement raison. À l'UDPS, le leadership qui gère l'UDPS, à un moment donné, a pensé que tout était facile, on ne peut pas faire des efforts, on ne peut pas faire des analyses, et le vide est créé. On a laissé entrer d'abord les gens de l'Union sacrée, tous ceux qui étaient là-bas, etc. On n'a pas structuré les choses. On a cloisonné, comme dit Paul Tshilombo, Félix Tshisekedi, pas d'accès, pas de projet qui s'est fait, etc. Il y a 2 ou 3 personnes, plus la présidente de l'Assemblée nationale, qui décident de tout. Et puis, on n'intègre pas des gens, des leaders dans la dynamique. Je peux vous en citer 5. Les Jacques Chabani, le Paul Tshilombo, même le Kazadi qui est là, l'avocat. Il y a beaucoup de cadres des leaders qui sont très compétents, mais qui ne sont pas intégrés dans les nominations, les responsabilités, etc. On a laissé les gens venir, les autres qui étaient avec Kamere, qui étaient avec Kabila, c'est eux qui gèrent maintenant les choses. Maintenant, en laissant entrer les derniers caciques qui viennent d'entrer, c'est une façon de marginaliser à outrance les gens de l'IDPS. Et beaucoup seront étonnés, comme dit Tshilombo. Ils n'auront que leurs yeux pour pleurer. Parce que les gens qu'ils insultaient hier, les prédateurs, ceux qui ont tué le pays pendant 18 ans, etc., c'est eux qui vont voir nommer ministre, nommer DG, nommer ceci, au détriment des militants qui ont marché, qui ont souffert, ceux qui ont laissé, comme dit souvent Kabou et Augustin, des orphelins et des veuves, etc. Parce que la politique est, ma foi, cynique. Pas dynamique, mais cynique. Et Félix Tshisekedi sera de plus en plus isolé. Isolé de sa base, isolé du parti qui a fait de lui président, mais il va être président, il va pouvoir gérer les gens qu'il n'a pas créés. Conclusion, il risque de vivre ce que Joseph Kabila a vécu, parce que ces gens-là, en venant, qu'est-ce qu'ils vont dire? Écoutez, vous nous avez contactés parce que vous avez senti que nous sommes des vertébrés, nous avons une histoire, un background, c'est pour notre pédigré que nous sommes là, donc nous vous devons rien. Et les jours où ça ne marche pas, ils vont prendre les clics et les claques. En parlant de là où ça ne marche pas aussi, il y a d'où ils viennent. Oui. C'est vrai qu'ils ont traversé officiellement ou pas, après tout ce qui s'est passé, mais le FCC qu'ils laissent derrière eux, apparemment ça ne va pas non plus. Ceux qui se réclament encore fidèles à Joseph Kabila s'entrent dedans aussi. Ça, c'est très bonne chose. Pourquoi très bonne chose? Parce que, allez, Joseph Kabila est en train d'être bonifié naturellement. Qu'est-ce que ça veut dire? Tous ceux qui ont pollué la carrière et le pouvoir de Joseph Kabila sont en train de se distinguer par leur inconstance tranquillement. Et l'opinion, c'est, ah voilà, mais il y a au baby qui était là, à Kenaï, à Tigmonabat. L'opinion de Joseph Kabila est en train de monter en flèche dans l'opinion. Et toute la jeunesse qui était étouffée, et Dieu sait combien, il y avait des jeunes gens dans le PPRD, dans tous ces partis, qui étaient étouffés. Tous les postes, lorsqu'il y a des nominations, il y a 5, 6 personnes, 10 personnes, bureau politique, qui se réunissent quelque part et qui décident de tout. Eh bien, ces jeunes gens, aujourd'hui,
ils sont prêts à accompagner Joseph Kabila. Le Congo est à 80% jeune. Les jeunes là sont tactiles, sont sur Internet, ils voient la réalité. Et comme il n'y a pas souvent la situation sociale qui est, enfin dire, meilleure, ils vont se galvaniser et Joseph Kabila aura un discours. C'est quoi le discours? Vous voyez? Quand je vous disais que je n'avais pas 15, vous doutez. Voici, ils sont partis à la mangeoire. Moi, j'aime le pays. Je suis jeune, comme vous. Faisons notre pays, une autre gouvernance, une autre façon de faire. Et ce discours-là va passer dans l'opinion. Et c'est ce que je ne souhaite pas à Félix Tshisekedi. Je ne lui souhaite pas parce qu'il est venu avec un discours de rupture. Ce discours de rupture est en train d'être cassé. Ça n'a plus de sens. Oui, ça n'a plus de sens parce que qu'est-ce qu'il va encore dire à l'IDPS? Ou plutôt, quand il va se justifier dans l'opinion. Oh, je n'ai pas fait parce que c'est le FCC. Ben, vous avez tout fait FCC derrière vous. Oh, les gens ont tué ce pays pendant 50 ans. Mais tous ceux qui ont tué le pays pendant 50 ans, ils sont là. Qu'est-ce qu'ils feront mieux que ceux qui n'ont pas fait? Les cyniques vont vous dire non, il est en train de désargenter Joseph Kabila pour se constituer, il ne peut pas faire sa propre majorité parce que les Congolais sont... Non, il y a beaucoup de jeunes, y compris dans la diaspora, qui ne se reconnaissent pas dans cette race, excusez-moi du terme, des années 80, 90, sclérosée, qui n'a plus d'avenir. Imaginez quelqu'un qui, depuis 20 ans, il est au gouvernement, il a des maisons, des concubines, des machins. Qu'est-ce qu'il va faire d'autre que voler? Donc ça sera compliqué. Conclusion, regardez, la plupart des projets que Félix a entamés dernièrement, il a subi. Vol, détournement. Donc, moi je pense qu'il est temps, sur le plan politique, que ceux qui disent au président de la République que l'opération de désargenter Joseph Kabila, c'est une bonne opération pour faire comment dire, allez, une équipe de campagne qui va mobiliser pour vous en province, etc. C'est mauvais. C'est mauvais pourquoi? Parce que le bilan, lui, il va être le boulet pour le président. Les gens vont dire, vous venez nous parler, c'est bien. Mais le monsieur là qui est venu pour faire la campagne pour nous, comme ça s'est fait au Sankoro, hein. Mais il y avait beaucoup mobilisé là-bas. Beaucoup de gens, etc. Mais écoutez, pendant que Félix Tshisekedi parlait, c'est ce que disaient les gens. C'est très important. Regardez ce qui se passe au Sud Kivu aujourd'hui. La guerre a commencé entre Bahati et Kamere, via militants interposés. Parce qu'on pensait que Kamere c'était fini. Il est sur la touche, en prison, il était disqualifié, donc le roi c'est Bahati. Mais sans compter avec la popularité de Kamere, c'est sans compter avec la jeunesse du Sud Kivu qui est aussi dans des difficultés. Et donc, ces gens-là, ils vont pouvoir s'empoigner là-bas. C'est quand Kamere va revenir de sa convalescence un peu qu'il est en train de passer là-bas, il va vouloir faire une tournée avec Félix Tshisekedi à l'Est. Et c'est là où les Romains vont s'empoigner parce que Bahati, lui, il n'a pas dit son dernier mot. L'homme des réseaux, vous voyez, ces députés ont commencé maintenant à rouspéter. Eh bien, ils vont commencer à sortir des couteaux là. Hein, chacun va poignarder quelqu'un dans le dos, l'autre va... Et les grands perdants de tout ça, c'est Félix. C'est pour quelques mois. En tout cas, dans quelques mois, on aura le fin mot de toute cette histoire. On va voir si élection il y aura en 2023. Mais entre-temps, Jean-Marie Kassamba, vous êtes également un grand homme de culture, un mélomane, un amoureux de la musique congolaise et de son histoire. Télé 50 a fait, en tout cas, ce qu'il a pu faire pour rendre hommage au général des FAO. De votre côté, quel sentiment vous anime par rapport à son rapatriement prochain? Je suis choqué. Choqué, non seulement choqué, pour voir qu'on répète les mêmes bêtises. On répète quasiment les choses qui déshonorent notre pays. On dit qu'on est un pays continent. La rumba a été plébiscitée patrimoine mondial. Ma foi, c'est à 2h15 de Kinshasa. Douala, c'est à côté. Nous avons des avions ici, même y compris les jets privés. Qu'est-ce qui nous manque, nous, RDC, de prendre un petit jet ici, un avion, faire 2 heures. C'est même pas la même durée pour aller à Lubumbashi. Aller chercher les corps de notre compatriote, le ramener ici. Tergiversation, ça fait 4 jours. Voire plus. Est-ce qu'on n'a pas honte
On n'a pas honte. Ce qui s'est fait avec Papa Wemba, on risque de répéter la même chose. Que les Ivoiriens rendent grand hommage à Papa Wemba. À Trècheville, là-bas. Ahmed Bakayoko, paix à son âme. Grande manifestation, grande cérémonie. Assalfo est venu jusqu'ici en ramenant le corps de Papa Wemba. Des fois aussi à côté. Expliquez-moi comment on peut, allez, trouver autant d'argent, rame, machin, tout ça. On ne trouve pas 50 000 $ pour affréter un petit jet, aller chercher des FAO. Il y a 3 ou 40 personnes qui s'agitent au niveau du ministère de la Culture, un peu partout, pour vouloir aller de l'autre côté pour chercher le corps d'un musicien. Est-ce que la NER ne voit pas ça? Est-ce que le président n'est pas au courant de ça? Pourquoi, allez, les Camerounais qui commencent la Coupe d'Afrique, prépare déjà la Coupe d'Afrique, ouais, sont en train de s'organiser pour nous ramener le corps de notre artiste ici? Pourquoi? Moi, j'ai parlé ce matin avec moi, j'ai des rapports avec les Cameroun, etc. Des grands ministres ou des artistes camerounais qui me disent que ce monsieur est encore à la morgue. Et on se dit, on est grande, Eloko Makassi, pays riche, etc. On est leader. Pour ne pas seulement aller chercher des FAO ici, même si on ne peut pas trouver, excusez-moi du peu, un grand appareil Congo Airways, je sais pas, qu'on prenne un petit jet. Ça ne coûte rien. Il y a des ministres qui louent des jets ici pour aller en province, pour aller en Afrique du Sud ou quelque part, pour des raisons personnelles. Donc un manque de volonté. Oui, ça veut dire que à un moment donné, on ne sait pas ce qui est prioritaire sur le plan de la communication. On ne sait pas ce qui fait de l'honneur d'un pays. Dans l'imaginaire collectif, ce qui peut marquer les gens. Est-ce que vous trouvez qu'on laisse Congo-Brazzaville s'impliquer dans l'enterrement de Monsengo? Et ça restera comme ça. Monsengo, cardinal de la RDC, même s'il avait des relations de famille avec la famille Sassou Nguesso, mais on devait prendre ses funérailles à 100% par la RDC parce qu'on en a les moyens. On ne l'a pas fait. Alors, si je dis des choses comme ça, on va dire, oui, GMK, il est exigeant. Non, je le dis parce que je ne parlais pas plus que ce matin avec Aïdo Salemba. Il me dit, apparemment, on n'est pas encore parti. On a pris les passeports des Papi Mboma, des journalistes qu'on n'a même pas encore retournés. Pourquoi on fait des choses comme ça? Et pour les Jeux de la francophonie, ça fait plus d'une fois que je le dis. Je vous l'ai dit ici, encore une fois. Je fais une émission spéciale ici avec M. Chiyoyo, avec le ministre de la Culture. Tous, ils ont dit, ça va se faire. Mais ma foi, nous sommes à quelques mois maintenant. Tout à fait. Là, on a entendu parler de location des locaux de l'Unikin. Ce qu'on va utiliser comme village des Jeux. Enfin, est-ce que vous trouvez ça normal, vous? Vous trouvez ça normal qu'on va louer l'Unikin alors qu'il y a les fonds, notre part et la part de l'OIF, et qu'on avait nommé des gens pour faire ce travail-là. Et ce n'est pas fait. Pourquoi des petits pays comme le Cameroun ont fait en l'espace de 5 ans 5 stades et ils vont faire la Coupe d'Afrique chez eux? Et nous, on n'est pas capable de faire le jeu de la francophonie parce que on n'a pas été capable de faire tous ces choses. On vous connaît très sensible dans les sujets qui engagent l'honneur de la RDC. Mais ça y va, donc... vous savez, on en parle avec autant de passion. Ce n'est pas parce qu'on tient seulement à quoi que ce soit, mais c'est notre pays. Les hommes passent. RDC reste. Le Congo reste. Et quand les Rwandais vont nous prendre ces jeux de la francophonie, parce que ça va arriver, je vous l'ai dit, ça va arriver. On va regarder sur la... les gens vont envoyer une commission ici d'enquête, ils regardent, vous avez les infos, on va statuer. Ils rentrent à Paris, les communiqués sortent. Mouchikoua va dire, bon, la RDC ne peut pas faire, le Rwanda avait déjà proposé une solution alternative. Et ça va là-bas, qu'on ne lui fasse pas le procès. Que le Kagame nous a encore volé nos jeux. Parce que Kagame, il s'est dit notre ami, mais il regarde dans la lorgnière comme ça. Tout ce que le Congo ne fait pas de bien, lui fait. Et il vous dame les pions tranquillement.
Et on est en train de nous damer les pions tranquillement. Et nous sommes là pour alerter à chaque fois. Attention, ça va arriver. Eh bien, ça va arriver. Baissons l'attention un tout petit peu, Jean-Marc Kassamba. Vous aviez évoqué le Cameroun tout à l'heure. Oui. Vous avez des amis là-bas. Il y aura la CAN ce week-end, sans la RDC, mais avec Covid-19 par contre. Comment ça va se passer? Mais écoutez, le Cameroun, c'est un pays du football. Paul Biya, on peut dire, il a fait 40 ans au pouvoir, mais il a toujours, en quelque sorte, arbitré. Ce qui est important pour le Cameroun, il va le faire. Lui-même, il dit, le Cameroun, c'est le Cameroun. Petit pays, mais qui pèse. Ils ont fait autant de stades. Ils ont pris des dispositifs aujourd'hui au niveau des Covid. Ils ont même laissé des pays comme le Maroc tout amener. Les cuisiniers, même les gens qui vont travailler à l'hôtel là où ils ont laissé. L'essentiel, c'est que l'image du Cameroun aille de l'avant. Les équipes sont déjà installées là-bas. RFI a fait son édition spéciale depuis le Cameroun ce matin. Moi, je parlais avec beaucoup de commentateurs qui sont déjà sur place, qui me disent, non, à Marcel Amoko, tous qui sont déjà dans les staffs organisationnels, qu'est-ce qu'ils me disent? Ben, ça fonctionne. Il y a notamment dans la machine un Samuel Eto'o, qui est passé président de la Fédération nationale de football. Un jeune, moi j'ai connu Samuel quand il était encore jeune joueur. Il venait souvent à Paris. Est-ce que vous avez vu, remarquer déjà qu'en ce moment, il y a quelques articles, parce qu'il s'est battu, on voulait annuler la CAN pour notamment ne pas faire venir les joueurs africains en cette période. On avait encore besoin d'eux en Europe pour les championnats. Mais Samuel Eto'o s'est battu pour maintenir la CAN. Et juste après, il a fait jouer ses relations. On a vu quelques articles sur les réseaux sociaux, notamment les journaux L'Équipe et tout ça, en train de parler de ces dettes fiscales au niveau de l'Espagne, de l'Italie. Ça, c'est pour taquiner, mais Samuel Eto'o, c'est un petit rebelle. C'est un garçon, comme qui dirait, révolté. Révolté comme le système. Il n'a rien à prouver. Il a son argent, c'est un Camerounais, il n'a rien à foutre. Donc, vous n'avez pas, qu'est-ce que vous allez lui faire? Rien du tout. Donc, il a fait jouer ses relations. C'est ça le lobbying. C'est ça le lobbying. Lorsque nous avions ici quelqu'un comme Ibengue, qui a évolué en France, à Lille, qui a été en Chine. Ibengue savait jouer et c'est pour ça qu'on a été qualifié. Il a ramené beaucoup, notamment des Congolais. Oui. Au lieu de gérer les gens comme Ibengue, de mieux les payer et tout ça, on a fait filer Ibengue tranquillement. On l'a laissé partir. On a recruté je ne sais pas qui. Toujours à la dernière minute, on ne sait pas être là. Attends. Et le Cameroun a tout fait. À un moment donné, on voulait même annuler cette affaire au Cameroun. Ils ont tout fait pour garder là. Voilà des choses sur le plan stratégique qu'on doit faire. La politique, la gestion d'une nation, c'est aussi la capacité de privilégier l'intérêt national, de travailler avec des gens qui sont au courant. Macky Sall, regardez le pied de nez qu'il nous donne Macky Sall. Tout à fait. En début d'année, juge à demi-teinte le mandat de Félix Tshisekedi. Mais est-ce qu'il a tort, Jean-Marie Kassamba? Non, il n'a pas tort. Mais parce qu'à un moment donné, on pensait que ce sont des amis. Oh non, on est amis. Il est vice-président. Ah non, 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 du tout. Pas des amis du tout. Les Ouattara, là, ce ne sont pas nos amis. Ils ne sont pas des amis. Chacun regarde les intérêts de son pays. Comme Kagame le fait, comme le président burundais qui a prié pour nous. Regardez, le Burundi qui prie pour nous. C'est l'envers de la médaille. Et donc, Macky Sall, ce qu'il a dit, ce n'est que la vérité. Jeune Afrique, on pensait que ce sont des amis. Non, ce n'est pas des amis. Faisons des choses d'une manière offensive, la presse va suivre, les autres vont dire du bien de nous. Même les Américains, ce ne sont pas nos amis. N'écoutons pas les histoires, oh, parce que Biden a tapé le président dans le dos, c'est devenu notre ami. Non, ce n'est pas notre ami. Sinon, le secrétaire d'État américain, il est bienvenu ici en Afrique en tournée. Il n'est pas venu chez nous. Pas du tout. Il a fini au Sénégal, alors que Macky Sall devait nous succéder. Alors que si les Américains étaient nos partenaires privilégiés, il serait venu ici. Nous étions président de l'Union africaine en exercice. Il n'est pas venu. Nous devons regarder ce qui s'est fait chez nous, travailler pour que notre pays rayonne. Je ne dis pas que Félix Tshisekedi ne fait que de mauvaises choses, c'est faux. Il fait certaines choses qui sont bonnes, mais ne sont pas ces choses-là communiquées d'une manière optimale.
l'une des choses que Félix a fait de formidable, c'est l'IGF, qui a donné aujourd'hui la perte du gendarme, etc., etc. Regardez la guerre qu'on fait maintenant à l'IGF. Il y a même des bruits, non, il faut l'enlever, il faut les changer pour que les gens volent bien. Oui, oui. Si, pour que les gens volent bien, parce qu'il empêche au ministère des PST, ministère des Sports. Non, il dérange trop celui-là, il est trop... Or, c'est la seule chose aujourd'hui. Il peut se vanter en tout cas. Même le magazine Forbes l'a plébiscité. Est-ce que vous comprenez? Forbes aux États-Unis, grand magazine économique, a plébiscité l'IGF. Mais chez nous, allez, Alinguet est la bête noire. IGF avait prévenu déjà sur Tchilégelou. Hein? Quand j'avais reçu ici Toumba, il avait dit non, ce qu'il dit là, c'est pas vrai, Tchilégelou, c'est pas une réussite, etc. Les gens disent oui, voilà. Mais aujourd'hui, on est où? Le président a vu de ses propres yeux. Oui, le président a vu de ses propres yeux. Tout ce que j'en suis en train de te dire, de vous dire, si dans l'entourage du chef, il y avait quand même des gens qui pouvaient être réalistes. Bon, JMK, qu'est-ce que vous en pensez? Vous avez ça, vous avez ça. Qu'est-ce qu'on peut faire? On ne demande pas le travail, hein, on demande à aider seulement. Les pays avancent. Mais vous allez voir dire, oh non, lui, il est toujours comme ça. Ils vont dire, kabiliste. Ça n'a rien à voir. Il n'y a pas plus kabiliste que Bochab. Il n'y a pas plus kabiliste que Louman ou que Cheikh Kitundu. Mais on préfère, allez, faire du bouche à bouche avec ces gens-là, qu'il y ait des gens qui peuvent vous apporter des idées, etc. Voilà, c'est un peu comme ça. Et l'une des raisons que les autres disent, non, nous on ne va pas aller chez Tshisekedi, on est leader chez nous, etc. Ça c'est une pirouette. C'est comme les gens qui disent, non, je suis PPRD. Parce qu'ils savent que si il dit que je ne suis pas PPRD, ils perdent le mandat. Ça c'est la loi. Et donc ils vont rester PPRD. Jusqu'au moins... étiquette, mais tout le corps est là-bas. En tout cas, on est en train de parler politique, on a parlé Covid. J'aime toujours avoir aussi votre avis sur la situation internationale. Il y a en France Emmanuel Macron qui a mis le feu avec une interview au Figaro dernièrement, avec des propos, je cite, « vouloir emmerder toutes les personnes qui sont non vaccinées ». Quelles sont clairement ses intentions? Parce qu'on parle jusqu'à aller au point d'arracher la citoyenneté aux Français qui ne sont pas vaccinés. Je vous ai toujours dit que Covid, c'est à la fois économique, politique et géostratégique. C'était une attaque contre la Chine parce que la Chine continue à faire, on va dire, son rayonnement. Comme la Russie, par exemple. Les deux vaccins, entre guillemets, à une dose qui fonctionne bien, c'est les Chinois et les Russes. Hein, qui sont vraiment, on dit bien, vaccins. Des autres, là, c'est, on ne sait pas quoi. Ensuite, sur le plan géostratégique, regardez ce qui se passe jusqu'au Soudan. Les gens pensent que les manifestations à longueur de journée qui se font, c'est naturel. Non, il y a une main noire derrière qui attire ces populations, qui pousse, parce qu'on ne veut pas que la Chine s'installe dans cette partie. C'est un grand pays, le Soudan. Il faut que ça soit contrôlé. C'est entre les Arabes, dont l'Égypte, et l'Afrique noire, donc Soudan du Nord, Soudan du Sud, il faut que ça soit contrôlé. C'est la même chose qui se passe au Mali en ce moment. La France est déjà en campagne électorale. On va voter dans 3 mois. Et Macron, qui est candidat à sa propre succession, utilise le corona comme levier politique pour faire la campagne électorale. Pourquoi? Parce qu'en face de lui, il a qui? Il y a Zemmour, Marine Le Pen. Il veut qu'ils soient ses propres interlocuteurs, les extrémistes. Il veut mettre de côté Valérie Pécresse, qui est de la droite et qui peut, elle, cette dame-là, l'ancienne de Jacques Chirac, voilà, c'est vraiment créer des problèmes. Une dame qui gère la région d'abord Île-de-France et puis qui est valable, etc., qui peut lui faire vraiment de l'ombre si jamais, au second tour, il y a Macron contre Pécresse. Donc, Macron attaque directement là où il y a les débats de Zemmour et les débats de Marine Le Pen. C'est sur quoi? L'immigration et les gens qui ne veulent pas aller dans sa politique de vaccination, etc. Pour que, quand il dit comme ça, les autres répondent
Et les débats commencent à ce niveau-là. Parce que cette affaire de vaccins en France, on est à combien? 3 doses, 4 doses? 3, on ne sait plus. On doit passer à 4. On ne sait plus. Si effectivement les doses empêchaient que les gens s'infectent ou qu'ils tombent malades, on comprendrait. Maintenant, on dit non, ça empêche les formes graves, ceci, mais on voit toujours que les cas se multiplient. J'ai même vu une dépêche ce matin où on dit que l'OMS redoute encore une variante beaucoup plus dangereuse. Donc, c'est un peu flou. On sent beaucoup d'hésitation. Voilà. Et donc, Macron, ce qu'il a fait, la provocation, je vais les emmerder, ça c'est juste pour qu'il y ait un débat sur le plan politique, pour que les extrémistes commencent à l'attaquer, et lui, qui commence à répondre. Et il est déjà en campagne, lui. Si vous avez écouté son discours qu'il a fait devant, pour le fête de fin d'année, il a déjà déroulé le programme France 2030, et il a commencé la présidence française de l'Union européenne pour 6 mois. Il va user sur ça pour faire encore campagne. Et donc, lui, il est déjà en campagne. Les autres, maintenant, veulent le pousser à se déclarer tout de suite et pour que les vérités commencent. Mais moi, je ressens que s'il commet beaucoup de bourdes, Pécresse risque de gagner. Alors que jusque-là, vous étiez plutôt favorable à sa réélection. Vous parliez d'une France des machos. Par défaut. Si, à droite, il y a division à outrance, mais je sens que Pécresse risque de rassembler. Si Pécresse rassemble et que à gauche, Hidalgo arrive à absorber les gens on va dire les écologistes, oui, Pécresse risque de gagner. Parce que Sarkozy avait perdu à cause de ce que Macron a fait. Sarkozy parlait trop, voilà, c'est un peu ce que Macron fait. Hollande n'a pas voulu se présenter parce qu'il n'avait pas un bilan élogé, etc. Et Macron aujourd'hui n'a pas de bilan du tout. Le corona a tout plombé, il a pris beaucoup de décisions à l'emporte-pièce. Et donc, s'il commet encore quelques bavures, ça va les être Français très compliqué. vont privilégier Valérie Pécresse parce qu'elle est franc-maçon, elle est la France profonde et les Juifs risquent d'être derrière. Et voilà, c'est un peu ça. Merci Jean-Marie Kassamba pour toutes ces analyses. On va peut-être chuter avec l'émission Focus de ce dimanche. Si vous pouvez nous donner des nouvelles, pourquoi avoir choisi une thématique de mode? D'ailleurs, je vous attendais dans une tenue qui... décontractée. Voilà. Non, parce que j'ai cours tout à l'heure, là, avec mes étudiants des DISIPA. Il faut être quand même présentable devant les jeunes. On ne peut pas être, on va dire, trop relax. Sinon, ça va les distraire. Oui, non, ça va les distraire. Commencer à taper sur Internet les prix. Et voilà. Ils vont commencer à prendre les clichés pour dire, voilà, le prof, voilà, etc. Non, j'ai cours tout à l'heure, c'est pour ça que je suis un peu conventionnel. On va parler de la mode ce week-end parce que l'une des richesses de beaucoup de pays, c'est la mode. On dit de nous, RDC, pays des sapeurs. Mais citez-moi un seul couturier, à part au Cassol, qui peut vendre des tenues, on va dire, plus chères. Nous en avons un qui était à Paris, qui est venu d'ailleurs ici. Je vous donnerai son nom tout à l'heure. Mais tous les restes, ce sont les artisans. Il n'y a même pas une industrie textile chez nous, une industrie de mode. On n'a même pas de mannequins professionnels. Citez-moi un seul mannequin congolais à l'international. À part la fille de Kofi Olomide, mais elle n'est pas congolaise, on va dire, grandie ici avec les soutiens du Congo, etc. C'est une Française qui vit là-bas et qui a aujourd'hui fait sa carrière au niveau international. Chez nous, il n'y a rien. Pourtant, nous avons beaucoup de talent ici. Vous allez à la cité, ici, partout, vous allez voir des jeunes couturiers. Quand vous allez au Sénégal, vous allez à Abidjan, par exemple, vous avez les Patéo, vous avez les Paris au Sénégal, vous avez... Mais chez nous, il n'y a rien. Il n'y a pas de politique en matière de mode, etc. Et donc, nous allons lever cette voile, faire parler les stylistes, leurs problèmes, pourquoi on n'a pas une politique culturelle en la matière, politique industrielle en la matière, pourquoi ça ne fonctionne pas, quelles sont les opportunités, etc. etc. Donc ça sera focus dimanche, 14h, pour parler de nos problèmes, de la beauté et de la mode, de l'art, de la créature ici, enfin en RDC.
Merci beaucoup Jean-Marie Kassamba pour toutes ces informations. Donc si on veut passer, contacter le numéro de la production. Avec M. Bellarmé Katalaï. Je crois que le spot est en train de passer et le numéro sur la bande passante. Comme ça, que tout le monde participe, que tout le monde donne et j'invite son avis. J'invite les stylistes, les mannequins, ceux qui tournent un peu autour de cela, à prendre contact avec M. Bellarmé pour que l'émission soit belle et qu'on en parle un peu de ce problème-là. Et aussi la ministre de la Culture, le ministre de l'Artisanat, pour nous dire pourquoi on ne finance pas ces secteurs. Voilà. D'accord, merci beaucoup Jean-Marie Kassamba. Cette tranche matinale est terminée. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Mais je veux un gâteau. Mais venez alors, venez. Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire au Tokou. Merci. Joyeux anniversaire. Vivez 100 ans. Vivez 100 ans. Voilà ce qui est écrit dessus. Merci beaucoup. Et félicitations pour ces 260 années. 26 ans. Oui, mais c'est les 100 ans de M. 26 fois 100. Oui. Vivez 100 ans. Oui, Vivez 100 ans. Merci beaucoup. Je vais chercher une bouteille dans mon bureau. D'accord. Il y a des gens qu'il faut filmer là-bas. Attendez que les chefs amènent d'abord le... Ouais. Est-ce que tu sais qu'on est en direct là? Ah, mais ça n'a pas de sens. Hein? Je vous avais pas interdit ça. Bon, vas-y, on coupe alors, on coupe, ouais. Souffle d'abord. Voilà. Ok. Voilà, monsieur Ochoco. Voilà, vous avez votre Laurent Perrier Magnum. Ok. Waouh, c'est vrai là. Si. Merci beaucoup. Laurent Perrier pour monsieur Ochokoum, l'un des meilleurs présentateurs de JT en RDC. Non, je garde ça pour moi, c'est un souvenir. Allez, bon anniversaire. Merci beaucoup. Voilà. L'homme de 100 ans. Merci. Joyeux anniversaire. Voilà, la matinale c'est terminé. Merci beaucoup de nous avoir suivis. On se retrouve vendredi prochain avec le même plaisir. Vivez heureux, vivez sans.